pendant que vous installez. Donc Scarlett va nous parler, est sociologue donc à l'Université Paris-Esma-la-Vallée, et donc va nous parler du coaching pour gérer ces temporalités de travail. Donc, moi, effectivement, je voulais aborder la question du temps dans le travail académique par un regard un peu décalé à partir des modes de gestion de ce temps voilà, dans le travail. Alors, la réflexion que j'ai menée, je l'ai menée à partir de la manière dont des organisations ont cherché à équiper leurs cadres face aux questions de temporalité de travail. Alors, pas du tout pour les prendre comme modèle, mais plutôt à double titre. D'abord parce que, on le sait, les outils de gestion des entreprises privées sont de plus en plus importés dans les organisations publiques, la fonction publique et le monde de la recherche. Et notamment par le New Management public. Et puis, le coaching fait son apparition dans la fonction publique depuis une petite dizaine d'années. Donc, il me semblait que c'était important à ce titre de bien connaître ces outils, leurs usages et leurs effets. Et la deuxième intérêt que j'y voyais plus profondément, c'était d'analyser les épreuves contemporaines liées aux temporalités de travail en faisant l'hypothèse d'éléments communs entre les cadres des grandes organisations et les chercheurs et enseignants-chercheurs. Et ce matin, l'étude que vous avez faite par le questionnaire a révélé effectivement beaucoup d'éléments. Enfin, vous allez voir, il y a pas mal de verbatim qui se retrouvent. Et puis, évidemment, savoir ce que ces modes de gestion des épreuves révèlent des injonctions et des normes qui pèsent sur les travailleurs. Alors, du coup, moi, donc, je vais vous parler donc, juste quelques petits éléments pour caractériser les situations de travail des managers, des encadrants. Donc, on considère, il y a beaucoup de travaux en sociologie du travail et en gestion qui insistent sur la fragmentation, sur la polyactivité, donc tous des termes en fait dont on a déjà parlé ce matin. Et puis évidemment Caroline Dachary avec sa notion de situation dispersive que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Alors je passe rapidement du coup puisqu'on en a beaucoup parlé ce matin et notamment récemment avec l'exposé de Lucie et de Guillaume sur les causes qui expliquent l'accroissement de cette fragmentation, de cette polyactivité. Il y a des transformations de l'organisation de la production, il y a l'introduction massive des technologies de l'information et de la communication, et puis il y a l'évolution des normes managériales comme la montée de l'organisation par projet. Donc je passe rapidement. Alors, face à cela, comme Gérald Gaglio l'a rappelé ce matin, les organisations cherchent à proposer des outils de gestion. Et moi, je voudrais vous parler de l'un d'entre eux qui s'appelle le coaching. Donc là, j'ai repris la définition de la Société française de coaching qui définit ce dispositif comme un accompagnement de personnes pour le développement de leur potentiel et de leur savoir-faire dans le cadre d'objectifs professionnels. Alors le coaching, il a été introduit donc à partir des États-Unis dans les années 90 en France. Donc comme vous le voyez, c'est un dispositif individualisé. Dans les entreprises, il est souvent prescrit selon le terme en vigueur, c'est-à-dire qu'il est rarement à l'initiative des personnes coachées, mais ce sont soit un gestionnaire des ressources humaines, soit leur supérieur hiérarchique qui, alors on leur dit pas je vous prescris un coaching, on leur dit on vous recommande, on vous propose de faire un travail par coaching. Mais entre eux, ils parlent de prescription. Alors le coaching, la spécificité aussi, c'est donc vous avez vu un dispositif individuel et puis un dispositif psychologique qui repose en tout cas sur des méthodes psychologiques. Alors pour les caractériser rapidement, elles relèvent ces techniques du développement personnel, c'est-à-dire un courant post-psychanalytique et parathérapeutique, c'est-à-dire qui ne vise pas nécessairement de soigner une souffrance, mais qui vise le développement personnel des normaux, des personnes normales au travail. Je vous ai mis 2 petites références sur le développement personnel. Un mot encore dans cette introduction sur coaching et fonction publique. Il y a 2 guides qui ont été édictés par la DGFAP, qui est la DRH de la fonction publique. Un en 2011 et vous voyez un plus récemment, encore une fois, en 2017, guide de l'accompagnement à la fonction managériale dans la fonction publique de l'État. Alors, plus près de nous encore, le CNRS a lancé 2 dispositifs que je trouve intéressants à mentionner.
un plan de prévention contre les risques psychosociaux depuis 2011, et puis plus récemment cette année, là j'ai pas mis la date parce que c'est cette année, un appel à projet national sur la qualité de vie au travail pour les unités CNRS. Peut-être que certaines d'entre vous en ont entendu parler, ont essayé de répondre, je sais pas, la date limite est bientôt et en mai. Bon, c'était simplement pour resituer un petit peu le paysage et montrer que ces dispositifs ne restent pas à la lisière du monde académique, mais commencent à le pénétrer. Alors, moi, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est vous montrer, à travers cette enquête, donc je vais vous présenter l'enquête là dans une minute, le rapport des managers aux temporalités, les attentes normatives qui pèsent sur eux, et puis bien évidemment les techniques de gestion du temps qu'on leur propose via le coaching et ce qu'ils en font. La question c'est quel est l'intérêt de ce type d'intervention reposant sur des connaissances psychologiques. Alors, un mot rapide sur mon enquête, ça s'inscrit dans une enquête de type ethnographique qui a été réalisée par entretien, observation, enquête quantitative. Je me centre beaucoup aujourd'hui sur les entretiens, notamment, alors j'ai fait des entretiens avec les 3 types d'acteurs, évidemment les consultants coachs, mais aussi les prescripteurs et bien sûr les cadres coachés pour avoir accès à leur vécu de l'expérience, tout en resituant à chaque fois dans leur travail et dans leur carrière. Alors, aujourd'hui, je vais me centrer, j'ai pris 3 cas parce que je trouvais pédagogiquement c'était plus... Enfin voilà, on pouvait rentrer mieux dans le détail. Donc 3 situations de travail et d'encadrement, une directrice d'un service clientèle, une DRH dans une filiale d'une grosse multinationale américaine, et puis un directeur régional dans une entreprise d'un peu plus de 1000 salariés, qui pour moi est la figure typique du manager confronté au travail d'articulation. Il a un très gros territoire à couvrir avec des agences, il doit courir de l'un à l'autre, il a aussi les clients, etc. Alors, j'ai commencé par présenter, je vais aller plus vite là-dessus, les défis en termes de temporalité auxquels ces cadres estiment être confrontés et pour lesquels la direction leur a proposé un coaching. Et après, dans un second temps, je vais présenter les réponses apportées par le coaching. Alors, le premier, c'est l'urgence, sans trop de surprise. Donc là, je vous ai mis un petit verbatim du directeur régional. Et on va retrouver cette question de la pression de l'instant. La vie nous pousse à nous enfermer dans l'instant. Et qui est symbolisé par le mail, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de répondre à un mail qui vient d'arriver, il faut y répondre dans le quart d'heure qui suit, tout à fait ce que les interventions de ce matin ont également pointé, la question des courriels. Donc, bien évidemment, cette question, elle renvoie donc aux outils de technologie, d'information et de communication, mais il ne faut pas voir que c'est l'outil qui crée le problème. En fait, l'outil accélère, renforce des évolutions qui sont plus à voir du côté de la tension entre le plan et la réactivité, c'est-à-dire que dans le travail des managers, leur travail consiste justement dans l'articulation entre le plan et la réactivité, et sont de plus en plus happés par la question de la réactivité. La question également, je vous ai mis un deuxième verbatim de l'imprévu, et cet imprévu qui, donc, par des interruptions, évidemment, va faire s'éloigner les cadres de la part planifiée, avec des choses très similaires à ce qui se disait chez les chercheurs, c'est-à-dire le cœur de mon travail, je n'arrive plus à le faire. Parce que le cœur de mon travail, c'est justement de construire des projets à long terme, proposer des stratégies, et également pour les managers, le cœur de leur travail, ils le voient comme s'occuper de leurs équipes. Faire du management au sens de s'occuper des équipes, s'occuper des personnes. Et ça, ils disent que ça, c'est toujours la réactivité se fait toujours au détriment de cette activité-là. Alors, l'urgence, dernier point que je veux aborder, c'est que c'est un problème pour les managers parce qu'ils sont interdépendants avec d'autres. C'est-à-dire, ils peuvent considérer, dans les entretiens, ils peuvent considérer que l'urgence peut être une forme de stimulation de leur activité. Donc, ils ne sont pas nécessairement toujours critiques de ce point. Par contre, c'est parce qu'ils sont dans une interdépendance, comme on l'a vu aussi avec les chercheurs impliqués dans plusieurs groupes de recherche, à plusieurs niveaux, l'unité, les groupes, etc. Alors, il faut articuler la temporalité individuelle avec la temporalité collective. Bon, j'ai un verbatim peut-être un peu trop long, mais
J'aime bien ce que cette DRH donc, explique une situation où elle demande un tableau à ses équipes, et puis elle est dans l'urgence, donc elle l'exige. Alors en même temps, elle dit « j'ai pas de penchant autoritariste aigu, mais je me demande pourquoi le tableau n'arrive pas immédiatement ». Et donc elle finit par le faire elle-même. Enfin, voilà, on voit ce fonctionnement désarticulé, justement, qui a amené la direction à dire « il y a un problème de management avec vous ». Bon. Je vais y revenir, bien sûr. Alors, il faut que j'accélère un peu. Le deuxième point, c'est la fragmentation. Donc, on en a reparlé. Je vous remets la définition de Caroline Dachary des situations dispersives, c'est-à-dire ce qui est au cœur des situations dispersives, c'est la question des engagements multiples dans un délai temporel serré. C'est cette question-là en particulier qui provoque l'enchevêtrement, la dispersion, etc. Et le dernier point, c'est bien sûr la surcharge, c'est comme ça qu'il l'exprime. En plus, là, donc, je vous mets un verbatim du directeur régional qui explique on a eu 30% d'augmentation de chiffre d'affaires, donc 30% de dossiers en plus, à gérer bien évidemment à effectif constant. Donc, c'est ce contexte donc, d'un rachat en fait, d'un nouveau cabinet qui, à effectif constant, on lui demande donc de faire la même chose. Et là, vous voyez, vous commencez à voir le type de réponse que propose le coaching, c'est-à-dire on ne renégocie pas la question des effectifs. En revanche, on essaye d'équiper individuellement le manager face à cette situation. Donc, les réponses du coaching au défi temporel des managers, la première chose, c'est la focale est mise sur l'organisation individuelle du travail des cadres. Avec une vision de l'organisation du travail qui est une collection d'individualités qui doivent apprendre à coopérer, à se comprendre, à améliorer ce qui s'appelle le fonctionnement individuel. Et ce fonctionnement, ce n'est pas juste une facilité de langage, il est outillé, notamment avec des tests psychologiques, comme par exemple, là je vous ai mis le Myers-Briggs Personality Indicator, MBTI, qui a été introduit dans les années 60, qui est utilisé. Donc, c'est des questionnaires typologiques de personnalité, inspirés de la psychanalyse jungienne, et qui, du coup, différencient les personnes selon les types, et qui sont utilisés en coaching en général dans les premières séances pour faire le diagnostic de la manière dont la personne fonctionne. Et ensuite, il peut y avoir un partage des profils pour que les personnes parviennent à mieux se comprendre. Donc là, vous voyez bien l'influence de ces courants de développement personnel dont j'ai parlé au début, qui sont l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique, mais je vais passer un petit peu rapidement là aussi. Alors, il y a tout ça, ces techniques psychologiques, et puis il y a des choses qui sont aussi plus proches de la question des temporalités. Notamment, les coachs vont faire aux cadres des exercices concrets, proches des carnets d'emploi du temps, où ils vont leur demander de noter heure par heure tout ce que le cadre fait. Non pas pour l'envoyer à la direction, mais pour que le cadre prenne conscience de ce qu'il fait réellement. Alors, la question du coup qui se pose bien sûr là-dedans, c'est est-ce un métronome de soi, pour reprendre l'expression de Gérald sur les métronomes, est-ce un métronome de soi ou de l'organisation? Parce que dans les entretiens, par exemple, la directrice du service clientèle, elle me dit, et le fait de noter tout ça, ça a été parlant. En général, ils apprécient ce type de support réflexif. Mais je me disais, mais attends, quand il va voir que tu t'es occupé de ça pendant 1 heure, donc il, c'est le coach, il va te dire, mais est-ce que c'est bien votre métier, là? Et donc là, vous voyez, on voit bien que c'est censé être un métronome de soi, mais que quand même, le regard de l'organisation n'est pas très éloigné. Alors, maintenant que j'ai présenté de manière un peu générique, en fait, les types de réponses, je vais rentrer dans 2 grands axes, en fait, que j'ai réussi à dégager des entretiens, qui montrent dans quelle direction le coaching pousse, en fait, les cadres. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. Le premier axe, c'est optimiser le temps par une planification accrue. Alors, c'est tout à fait intéressant, puisque la planification était censée ne plus avoir droit de citer dans des entreprises caractérisées par la flexibilité et le marché, vu comme valeur suprême. Or, on voit, c'est le retour de la planification, c'est-à-dire que non seulement les coachs leur demandent à ces cadres de noter tout ce qu'ils ont fait, mais en plus, ensuite, l'exercice, c'est planifier tout ce que vous pouvez planifier sur les mois qui viennent,
au moins un exercice sur 15 jours, un mois. Et puis, vous allez planifier à l'intérieur de ça des temps morts, des temps morts pour les imprévus, justement. Donc, vous voyez, c'est vraiment une planification qui va plus loin. Alors, ils utilisent dans cette optique des ressources instrumentales comme l'agenda, comme la to-do list, enfin les mêmes ressources dont on a parlé ce matin également, qui sont effectivement, on le sait, donc la to-do list notamment, la liste là, sur laquelle vous mettez tout ce que vous devez faire sans distinction, etc. C'est des dispositifs qui sont relativement souples, plus souples qu'un agenda avec les dates, et qui sont adaptés justement à cette tension entre réactivité et planification. Je vous ai mis la référence sur l'artefact transitionnel, puisque le texte est vraiment super, mais je n'ai pas le temps de le développer. Alors, le deuxième, donc vous avez compris cette planification du temps, y compris des temps morts, en utilisant donc, les différentes ressources. Il y a une deuxième manière dont les coachs finalement essaient de favoriser le retour à la planification, c'est un rappel du sens du travail. Au double sens de direction, c'est-à-dire dans quelle direction vous allez, et de signification. Pourquoi vous faites ça ? Alors, c'est là qu'on pourrait être le plus proche, finalement, de l'économie morale dont Gérald a parlé ce matin, et en même temps, où on voit bien le glissement, parce que c'est aussi la direction qui... en tout cas, vous allez voir, dans le verbatim là, que je donne, la directrice du service clientèle qui dit « Ah, et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'on oublie très vite sa description de poste, et il arrive un moment où tu te dis « Mais au fait, c'est quoi mon rôle exactement ?» Bon, parce qu'on a le nez dans le guidon, etc. Donc, c'est toute cette question de prendre du recul, mais... Les coachs les amènent à prendre du recul en leur demandant... Alors, dans ce cas-là, par exemple, ils lui demandent de regarder sa fiche de poste. Bon. On sait toutes les apories du travail prescrit par rapport au travail réel, etc. Donc, c'est assez intéressant. Alors, dans d'autres cas, il va y avoir plutôt interroger les aspirations personnelles. Donc, c'est là que... donc, je disais, en fait, excusez-moi, j'ai peut-être pas précisé l'argument, c'est qu'il y a une ambivalence, en fait, entre, à la fois, demander aux gens ce qui compte pour eux. Donc, les aspirations personnelles, par exemple, c'est qu'au cadre dans l'assurance, le coach lui a demandé comment vous vous projetez dans votre vie, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que vous voulez laisser à vos enfants, etc. Des choses comme ça, très personnelles. Et voilà, l'idée principale, c'est de les faire décoller du flux de l'activité pour justement remettre un peu de planification. Mais dans le cas, par exemple, de la directrice du service clientèle, on voit qu'on est aussi dans, non pas une signification personnelle, mais une direction par la fiche de poste ou par les objectifs. Bien sûr, c'est présenté comme une compétence managériale, puisque le manager est censé être justement celui qui tient le cap, etc. Donc ça, c'est peut-être un peu la distinction encore. Alors, donc vous voyez bien, il y a face à ces managers qui sont soumis à la pression de la réactivité, le coaching va rappeler la nécessité de la planification interne et externe par le rappel des objectifs. Alors, j'ai posé la question de savoir est-ce que c'est un paradoxe ? Parce que quand même, si vous écoutez bien le discours néo-managérial, auquel on est également soumis, sur la créativité, l'authenticité, l'expression de soi, etc., on est quand même extrêmement loin de la question de la planification. Et justement, je trouvais ça très intéressant comme résultat, de voir qu'en fait, le coaching proposait ce type de réponse qui paraît contradictoire avec cette question de la créativité. Mais j'y reviendrai en conclusion. Parce que la deuxième réponse est également paradoxale, puisqu'elle porte sur la question du recentrage, c'est-à-dire que les coachs emploient beaucoup ce terme de recentrage. Donc moi, j'ai proposé une interprétation en termes d'hygiène des territoires, je vais expliquer ce que c'est. Alors le recentrage, c'est tout simplement déjà, face à la fragmentation qui est constitutive de leur activité, les coachs les invitent à se recentrer, à se concentrer sur une tâche à la fois. C'est-à-dire qu'on l'a vu, dans l'activité des chercheurs et dans l'activité des managers, on a ce même trait, c'est-à-dire d'être engagé dans différents projets en même temps, qui nécessitent d'avoir plusieurs dossiers, des projets qui sont complexes, donc avoir plusieurs dossiers ouverts, etc. Et donc là, j'ai des exemples de cadres qui m'expliquent, on m'a demandé de prendre un dossier et de ne pas ouvrir les autres, de faire des exercices comme ça. Oui. De clore une tâche avant de passer à la suivante, de se forcer à instaurer des rituels dans l'action de cette manière. Alors, ces rituels-là, en fait, là, je vous ai mis... on voit que ce sont des stratégies qui, finalement, sont spontanément employées par les
travailleurs pour gérer la dispersion, d'accord ? Quand les travaux de Caroline Dachary, par exemple, elle montre bien que les managers essayent de résister au pouvoir attracteur de la messagerie, ils rayent des tâches accomplies sur leur cahier et ils en tirent une satisfaction, ils expliquent ça dans les entretiens. Donc là, on voit bien que le coaching n'invente pas de technique, mais qu'il formalise et il transmet il transmet des attitudes éprouvées par l'expérience. Néanmoins, vous voyez bien qu'on est dans une forme de réponse qui n'est pas... comment dire ? Ça peut être une forme de compétence à la dispersion, mais c'est une forme de compétence à la dispersion qui revient sur la norme de focalisation de l'attention, la norme de concentration, qui n'est pas du tout celle qui est valorisée et développée avec la question de la dispersion. C'est-à-dire que l'équipement, vous voyez, c'est un équipement qui est plus traditionnel, en fait, de dire il faut se concentrer, etc. Donc ça, je trouve, c'est un nouveau paradoxe. Et puis, toujours dans ce recentrage, évidemment, ce qui est prôné, c'est diviser le travail, diviser les espaces, donc apprendre à déléguer. Alors pareil, les managers, on peut dire, c'est censé être au cœur de leur travail, de déléguer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pourquoi les coachs travaillent là-dessus. C'est parce qu'il y a un coût, au moins à court terme, de la délégation, ce qu'expliquent très bien les managers dans les entretiens. Et du coup, les coachs doivent convaincre les managers qu'il faut se départir de ce parti qui est pris de dire en fait ça va aller plus vite si je le fais moi-même, etc. Et il faut apprendre. Et donc là, perdre aussi du temps à faire ça. Mais voilà, donc on est... Et là aussi, vous voyez cette forme de réponse de division des espaces, alors qu'on va voir encore plus avec la question de la séparation privé-public, vous allez voir, privé-professionnel, pardon. Je vais peut-être passer sur cet exemple sur les interruptions. Pour vous donner un dernier exemple, l'histoire des gros cailloux. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est une histoire mythifiée dans le monde du management qui circule tout le temps. C'est l'anecdote de on a un bocal, on a des gros cailloux, du gravier, du sable, de l'eau, et puis quand on les voit à côté du bocal, on se dit ça ne rentrera jamais. Bon. Donc évidemment, là, le principe, c'est on met d'abord les gros cailloux, puis le gravier, puis le sable, puis l'eau, et puis finalement, magiquement, tout finit par rentrer. Alors, évidemment, quand il raconte cette histoire, on se dit, ah oui, donc c'est toujours l'idée de faire plus avec... enfin, en tout cas, de faire rentrer dans les emplois du temps tout ce qu'on peut. Bon, là, c'est des principes de rationalisation productive, c'est-à-dire comment organiser, prioriser. Donc, ils essayent de les aider à prioriser. Mais également, il y a cette conception d'hygiène des territoires parce qu'il y a une autre image que je trouve très intéressante, c'est l'image des singes. Alors, les managers m'ont parlé de ça. Disant, on nous explique que les singes, en fait, c'est toutes les responsabilités, les dossiers, etc., qu'on doit gérer. Et quand on croise quelqu'un, tout l'enjeu, c'est de ne pas se récupérer des nouveaux singes et donc de bien délimiter. En fait, l'idée est toujours la même, c'est ce recentrage sur son cœur de métier. C'est l'image des gros cailloux également. Quel est mon cœur de métier ? Se recentrer sur son cœur de métier, donc faire cet effort volontairement, etc., pour dire ça ce n'est pas de mon ressort, donc je ne le ferai pas, etc., etc. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai employé cette notion que j'emprunte à la fois à Goffman et puis à Mary Douglas sur l'hygiène des territoires, c'est-à-dire c'est une conception où il faut identifier un périmètre qui nous serait propre, et au double sens de propre, et ne pas se laisser contaminer, parasiter par toutes les autres tâches qui ne seraient pas censées relever de notre cœur de métier. Mais si vous voulez, quand on a une conception sociologique de la société et du travail, on voit bien qu'on est dans une interdépendance complète et multiple, et que cette conception, là aussi, va à rebours de la réalité du travail qui est faite de cette interdépendance. Et dans l'idée d'hygiène, il y avait aussi pour moi, chez Mary Douglas, je trouve ça très intéressant, il y avait l'idée d'un ordre. C'est-à-dire que Mary Douglas, elle explique que la souillure, c'est pas simplement ce qui est sale matériellement parlant, on considère comme sale ce qui a été déplacé par rapport à un ordre implicite. Donc moi, ce qui m'intéressait avec cette notion d'hygiène, c'était de dire on n'est pas seulement dans un impératif de santé, puisqu'on met toujours cette idée de la santé, parce que ce que j'ai peut-être pas dit au tout début, mais si les coachs s'appuient sur des techniques psychologiques,
C'est parce que leur idée, c'est de développer les performances, mais au nom de l'épanouissement personnel, au nom du bien-être au travail. Donc ça se fait au nom de la santé, si vous voulez, toutes ces techniques qui leur sont transmises. Et cette santé, ce qui m'a intéressée, c'était de voir au sein de cette santé l'idée d'un ordre qui aurait été... voilà, l'idée d'un ordre qui aurait été dérangé, pardon. Et cet ordre, évidemment, dans les organisations, on ne peut pas nier que c'est un ordre hiérarchisé. D'accord ? Donc, il y a toute cette question-là, alors j'ai peut-être pas vraiment le temps de le développer ici, mais toute cette question de savoir, finalement, ces conseils qui vont à rebours de des injonctions habituelles, est-ce qu'elles ne manifestent pas également un rappel à l'ordre ? Alors, on le voit notamment dans la frontière travail-hors-travail, avec toutes les injonctions à prendre du temps pour soi, équilibrer la vie personnelle et la vie professionnelle, limiter les horaires de travail, ne pas travailler à domicile. Donc là aussi paradoxal par rapport à ce qu'on pourrait attendre du coaching, mais en fait qui sont tout le temps mis en avant. Et bon, là, le verbatim est trop long, donc je vais passer, mais c'était la directrice du service clientèle qui m'expliquait en gros que, elle, on lui a demandé l'exercice toujours de faire « je ne ramène pas de travail à la maison. Pendant 15 jours, vous ne ramenez pas de travail à la maison. » Et en fait, pour elle, c'est une forme de violence, parce qu'ils sont très attachés à cette autonomie. Et du coup, j'ai essayé d'interpréter un peu plus largement cette injonction donc, à la norme de « on remet de la frontière entre le privé et le professionnel ». Donc c'est la réaffirmation d'espaces séparés, et d'une norme donc d'épanouissement personnel. Et ce qui m'a intéressée, et notamment j'ai fait le lien avec un article de Caroline Dachary et Johan Cholès sur les enseignants-chercheurs et leur rapport à la connexion, les auteurs montrent qu'il y a finalement deux formes, deux manières de gérer la messagerie électronique chez les enseignants-chercheurs. Il y a la forme majoritaire qui est ce qu'ils appellent le cloisonnement équipé. Donc c'est exactement ça. Les enseignants-chercheurs essayent par tous les moyens de remettre de la frontière. Non, je ne regarderai pas tel type de mail à tel moment, ou alors avec une division bien sûr des tâches. Et le deuxième pôle qui est minoritaire, c'est ce qu'elle appelle l'hyperconnexion maîtrisée. C'est-à-dire au contraire des personnes qui vont être hyper connectés, mais qui ont le sentiment de le maîtriser parce qu'ils mettent en avant que ça leur permet de partir en Italie en week-end et tout en continuant à travailler, etc. Donc, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que au-delà des personnes, parce qu'il faudrait que vous regardiez l'article pour voir un peu les caractéristiques sociales, mais ce qui est intéressant, c'est que là encore, le coaching se situe plutôt du côté du cloisonnement. Et non pas de l'hyperconnexion. Voyez ? Voilà, il y a mon histoire d'hygiène psychique dont je vous ai déjà parlé. Et puis, donc après, il faudrait, et là j'ai bien conscience, j'ai moins de temps, mais il faudrait réfléchir à justement qu'est-ce qu'exprime ce paradoxe par rapport au cadre, au contraire, comme figure de porosité des espaces et des temporalités. Est-ce que le coaching est une tentative de protection ? Juste un mot pour conclure. Il faut quand même souligner que deux choses. D'abord, cette interprétation. Qu'est-ce qu'est le coaching ? Est-ce que c'est une réponse datée à ces évolutions ? Est-ce que c'est une résistance à ces évolutions ? Est-ce que c'est plutôt une manière d'équiper les managers pour qu'ils puissent surmonter sur le long terme les épreuves ? Donc en mêlant là aussi l'enjeu de santé, mais au profit de la production et de la performance. Donc je conclue en disant que c'est une aide paradoxale, d'après l'enquête que j'ai menée, avec des effets malgré tout limités ou difficiles à apprécier. Et puis surtout, je voudrais conclure sur le fait, bien sûr, c'était en filigrane dans tout mon exposé, mais que cette forme de psychologisation, elle renvoie, vous l'avez bien compris, la responsabilité des difficultés au cadre, aux personnes, auxquelles on renvoie l'idée qu'il s'agit de travers personnels, qu'ils ne sont pas assez, ils savent pas assez s'organiser, etc., plutôt que de réinvestir la dimension collective de la réalisation du travail. Voilà, je vous remercie. J'ai une question en fait pour savoir si tes enquêtés managers en fait, quel discours en fait ils produisaient sur cette orientation du coaching selon laquelle, si je résume, l'enfer c'est les autres, qui irait du côté du cloisonnement et qui effectivement va à rebours de l'interdépendance et qui finalement peut faire aller vers une forme de brutalité dans les relations
où on coupe court finalement à une demande, etc. Mais ma question, c'est quel discours les coachés eux-mêmes produisent là-dessus? Est-ce qu'il y a aussi un discours qui irait dans un autre sens et qui dirait que, ok, il y a interdépendance, mais elle ne peut pas être complètement dérégulée, échevelée, et que justement de remettre des barrières, y compris dans les relations avec les autres, dans les demandes et les sollicitations qui nous sont faites, eh bien ça peut être positif. Voilà, c'est une interrogation que j'ai en fait. Dans ce cadre du coaching, je me demandais si le télétravail était une solution qui avait été envisagée suite à une réflexion plutôt de la part des managers, ou est-ce que ça vient plutôt des syndicats, du politique, et en quoi ça constitue une réponse à toutes les difficultés que vous avez évoquées? Et une dernière question. Oui, merci Scarlett. Ça me permet de bien connaître tes travaux, ma chère collègue. Alors, moi, je prendrais la question un petit peu différemment, puisque tu nous interpelles sur le paradoxe. Ça renvoie peut-être aussi à une autre manière de réintroduire la question du temps, c'est-à-dire que finalement, nos journées sont bien de 24 heures, on le sait, qu'elles sont de 24 heures. Donc à partir du moment où on assiste à de forts débordements du dit temps de travail sur le dit temps hors de travail, nécessairement qu'un jour, ça aura des limites, de toute façon. Ça aura des limites. Donc est-ce qu'on pourrait faire aussi l'hypothèse raisonnable que, d'une certaine manière, les coachings, les coacheurs plutôt, ou les coachs, entrevoient cette hypothèse du débordement total et invitent finalement les individus, les individualités, parce qu'on nie la dimension collective, on est d'accord, à recloisonner. Ok, merci pour les questions. Sur la brutalité des rapports que tu évoques, alors ce qui est sûr, c'est que le coaching va dans un autre sens par ailleurs, sur toute la question des relations de travail. Ils vont au contraire dans le sens de pacifier en fait les relations interindividuelles par des techniques de discipline du langage, de présentation de soi, de gestuelle. Donc, en fait, là, sur la question des temporalités, ils essayent de leur faire comprendre. Alors, ils ne parlent jamais d'interdépendance, hein, c'est moi qui apporte ça, mais ils essayent de leur, de leur faire rentrer l'idée du recentrage sur le cœur de métier. Et ensuite, il va y avoir des techniques de communication pour pouvoir le dire de manière plus diplomatique dans les relations. Donc je ne sais pas si ça va vraiment si ça va favoriser une forme de brutalité des rapports sociaux. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut s'interroger sur l'efficacité en fait de ces conseils, parce que s'il y a une interdépendance, c'est pas qu'elle est souhaitée par les individus ou même les organisations, c'est qu'elle est inhérente au travail, au travail en projet, etc. Donc voilà, c'est plus là-dessus que je disais aussi qu'il y avait des effets qui étaient difficiles à apprécier, parce qu'il faudrait aller voir concrètement. Alors sur le télétravail, c'est une question qui est très intéressante et qui montre l'ambivalence en fait. Il y a l'ambivalence du télétravail, c'est-à-dire qu'elle peut être demandée par certains cadres au nom de l'autonomie dans la gestion de leur temps, et au nom de la question des espaces, des transports, etc. Mais elle peut également être... les organisations ont plutôt tendance à essayer de cadrer un maximum le télétravail en disant pas le mardi, pas le jeudi, jamais le mercredi. En essayant de cadrer en fait sur certains jours qui sont liés aussi aux temps sociaux, au temps de la famille, etc. Mais ça peut également être instrumenté par les organisations pour faire des économies en termes de locaux, etc. Donc on voit bien l'ambivalence de ce type d'outils, et
pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit complètement tranché. Et voilà. Enfin, et sur le coaching, on retrouve cette forme d'ambivalence aussi, parce que comme je l'ai dit, les cadres sont également demandeurs. Quand ils sont c'est toujours la question, ils sont individuellement confrontés à ces enjeux temporels, ces défis temporels. Il n'y a pas d'augmentation des effectifs qui est prévue, donc ils sont en demande, en effet, de techniques pour mieux s'organiser, et puis de quelqu'un qui va écouter aussi leurs difficultés, etc. Donc, et en même temps, on voit bien que le dispositif ne favorise pas une réflexion collective sur l'organisation du travail. Voilà. Sur la question que tu poses, Philippe, donc on aura l'occasion d'en rediscuter puisque donc on est collègues au LISIS à Marne-la-Vallée, mais enfin voilà, je trouve que l'interprétation pour l'instant elle n'est pas complètement achevée, parce que pas complètement stabilisée, parce que moi je vois bien qu'ils invitent à recloisonner, donc on pourrait dire c'est la seule réponse finalement qu'on peut trouver, sauf que les enquêtes notamment de sociaux du travail vont montrer qu'il y a aussi des comportements d'hyperconnexion, des comportements de compétence à la dispersion, au sens où justement c'est pas que subit la dispersion. Ça peut aussi être stratégique, ça peut aussi être utilisé par les personnes qui ont le sentiment aussi d'optimiser leur travail. Donc, c'est plus pour ça que, en fait, je pourrais conclure en disant, oui, c'est logique, ils invitent à recloisonner pour résister à ces évolutions. Et en même temps, j'ai pas envie de le faire parce que je trouve que ça serait trop prendre parti, sachant que la réalité nous montre qu'il y a d'autres comportements aussi qui se développent, qui sont minoritaires, mais qui se développent, et qui sont pas, pour le coup, prescrits par la direction, qui sont pas des modes de gestion prescrits par la direction, qui sont plutôt des formes d'action, de réaction spontanée aux difficultés. Voilà. Ok, je vous remercie encore de m'avoir invité à ce colloque.